Bonjour chers amis du Cercle Aristote, bienvenue sur une nouvelle vidéo d'actualité et aujourd'hui on va parler d'économie en compagnie de notre ami et auteur Philippe Murer. Philippe, bonjour. Bonjour Nicolas et bonjour à tous les auditeurs du Cercle Aristote. Philippe, aujourd'hui on va parler évidemment avec toi d'économie et notamment de faire un point de situation économique à la veille de ces législatives. Alors, au moment où vous verrez cette vidéo, on n'aura pas encore les résultats finaux, mais on sera certainement dans l'entre-deux tours au moment où cette vidéo sortira. Et donc, du coup, le but de cette vidéo, c'est de faire un petit point de situation pour regarder, au vu des différents scénarios possibles avec les trois grands blocs, etc., ce qui peut advenir et quelles sont les possibilités à moyen et court et long terme. Mais première question, est-ce qu'on peut faire un bilan actuel de la situation économique? Oui, tu as raison parce que si on veut regarder s'il y a un cataclysme économique possible en cas de scénario particulier pour ces élections, il faut déjà regarder où on en est. Alors, regarde, il y a grosso modo deux grandes zones qui vont nous importer. Ça va être les grands pays européens, dont la France et les États-Unis. Qui... Alors, concernant les grands pays européens, prenons la France d'abord. Les autres pays sont dans un état assez proche de la France, contrairement à ce que veulent faire croire beaucoup de gens. Alors, regardons, tu vois, sur les 7 dernières années, finalement, le bilan de Macron et puis ce qui est le bilan de la France et la trajectoire de la France. Donc ça, tout le monde le sait, on a 1000 milliards d'euros de dette en plus, on a un déficit public qui était à 3,4% du PIB, il est passé à 5,5%, il n'a pas doublé, mais c'est pas loin. Et Macron a fait tout ça sans avoir réussi à avoir de la croissance. C'est-à-dire qu'en France, on a 0,7% de croissance par an depuis 7 ans, ce qui est ridicule, et même 0,4% de croissance par an depuis fin 2019. Donc on a un problème de croissance absolument dramatique. En termes d'industrie, on a une désindustrialisation qui a continué, puisqu'on a 5% de baisse de la production industrielle, contrairement au pipeau de Macron, et ça se reflète d'ailleurs sur une balance commerciale qui est passée de moins 60 milliards à moins 100 milliards d'euros en 2023. Donc, ce qui reflète ce problème de production. Alors, est-ce qu'on est en plein emploi, comme le dit Macron, Le Maire, etc. Et comme l'acceptent de façon assez hallucinante les oppositions, sans dire non mais il y a un vrai problème d'emploi. Parce qu'en fait, si on regarde sur les chômeurs en catégorie A, on en avait 3,7 millions en 2017, on en a 3 millions. C'est pas mal, quoi. Le problème, c'est quand on regarde toutes catégories, avec les catégories A, B, C, D, de chômeurs et de quasi-chômeurs, là, il y a une baisse très très faible. On est passé de 6,2 millions à 5,7. On a fait baisser de 10% le chômage. Donc on est très très loin du plein emploi. Il y a eu une très légère baisse du chômage. Et en fait, même ce taux de chômage, il faut bien comprendre que de 96 à 2015, le chômage était largement inférieur à ça. Donc il n'y a absolument pas de miracle macroniste sur le chômage, sur le plein emploi. Comme le disait quelqu'un sur Twitter en réponse à un de mes tweets sur l'économie, il disait la seule industrie qui a fait prospérer Macron, c'est l'industrie du mensonge. C'est exactement ce qu'on a. Puis il y a aussi un autre point, il y a aussi un autre point, Philippe, par rapport à ces emplois qui est très intéressant, c'est que un autre point important, c'est la qualité des emplois aussi, parce qu'on crée des emplois, mais il faut voir les emplois qui sont détruits par rapport à la qualité des emplois qui sont créés. C'est pas forcément les mêmes. Exactement. En fait, Macron a mis en place une mesure qui était très importante pour lui pour faire baisser cosmétiquement le chômage, de faire en sorte de faire exploser le nombre d'apprentis payés 100% par l'État. Donc, en fait, on est passé de 400 000 apprentis à 1 million. Il y a 600 000 apprentis de plus. On se dira, c'est très bien. Ouais, sauf que c'est vraiment un effet d'aubaine. Ils sont payés pendant 1 an par l'État à 100%. Donc, évidemment qu'ils ont été pris. C'est pas que c'est une mauvaise qualité, mais c'est pas des emplois effectivement qui vont apporter énormément en production, puisqu'un apprenti doit apprendre par définition. Puis l'autre chose, c'est qu'on a 1,2 million d'auto-entrepreneurs en plus, payés quand ils sont à plein temps 600 € par mois en moyenne selon l'INSEE. Donc c'est vraiment des emplois ubérisés, des petits jobs qui ne sont pas de grande qualité qui ont été faits. Et d'ailleurs, comme tu le dis, poursuivons sur la veine de ce que tu dis, en fait, on le remarque qu'il y a un énorme problème sous Macron. C'est-à-dire que la productivité a baissé de 4%. C'est un terme d'économie, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne en emploi produit aujourd'hui 4% de richesse en moins qu'en 2017. Ce qui est dramatique et ce qui est du jamais vu. Alors, c'est vrai en France, c'est vrai aussi dans le reste de l'Europe, un peu moins forte, de façon un peu moins forte, mais il y a un problème majeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en fait, on est
c'est ce que dit Parti Ricartus, c'est ce que dit Sapir, c'est moi ce que je pense aussi, c'est qu'en fait, il y a une forme de désorganisation et de démotivation dans la société jusque dans les entreprises. Pourquoi? Parce que Macron a poursuivi les politiques à court terme, c'est-à-dire les politiques de financiarisation, de fluidité totale de l'emploi, auto-entreprise, entrepreneurs freelance qui font externalisation. Et finalement, c'est une recherche du court terme. Il y a en plus le fait que la société française est complètement perdue avec Macron, qui est complètement fou, et qui envoie des signaux très bizarres, quoi. Et c'est quand même le président, donc c'est lui qui influence toute la société. Et ça aboutit finalement à une démotivation, une désorganisation au sein des entreprises. Et là, c'est un vrai problème parce que comment croître quand on a une baisse de productivité? Bah, c'est très, très compliqué. Et comment réindustrialiser quand on a une baisse de productivité et que les gens produisent moins, sont moins efficaces? C'est très compliqué. En fait, Macron, la seule chose qu'il a fait, c'est un cadeau aux entreprises, dit-il, et aux chefs d'entreprise. Le fondement de sa politique, ça a été de baisser l'impôt sur les sociétés, donc l'impôt sur les bénéfices de 33 à 25%. Donc pour les gens qui font des bénéfices, ils payent moins d'impôts. De faire que quand on touche des dividendes, on est imposé qu'à 30%, donc beaucoup moins qu'avant, que l'impôt sur les plus-values financières soit très très bas par rapport à ce que c'était avant, et de supprimer l'ISF. En fait, c'est pas du tout un cadeau aux entreprises, c'est juste un cadeau plus riche. C'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que cet argent finalement a été épargné. Parce que si vous voulez, l'entrepreneur, c'est pas très important pour lui que le taux d'impôt sur les sociétés soit à 33 ou 25%. Ce qui est beaucoup plus important, c'est est-ce qu'il va avoir une hausse de ses commandes ou une baisse de 3% de ses commandes. Parce que là, ça dézingue ses bénéfices et ça dézingue sa capacité à faire croître sa boîte. Et en fait, donc Macron a fait des cadeaux aux plus riches, à ceux qui gagnaient déjà beaucoup, qui avaient des situations de rente avec des entreprises monopolistiques ou très très bien implantées, très solides, mais pas l'entrepreneur moyen. Parce qu'on a moins de commandes, on n'a pas de croissance et moins d'activité. Puis la dernière chose, évidemment, qui est fondamentale, c'est le poison de l'énergie chère, c'est-à-dire les décisions folles qui ont fait augmenter le prix du gaz, qui fait que le gaz est 5 fois plus cher en France qu'aux États-Unis, pareil en Allemagne. Évidemment que pour être compétitif, c'est très compliqué. Et puis le marché européen de l'électricité qui a fait augmenter pour les ménages de 50% le prix, pour les entreprises parfois plus que doublé, et qui a un problème de compétitivité gigantesque. Donc on se retrouve au final avec Macron qui a fait des cadeaux aux chefs d'entreprise riches, mais pas aux autres, et finalement une défaillance des entreprises, des faillites d'entreprises au plus haut depuis la crise de 2008. C'est quand même fou, on a un taux de défaillance et de faillite plus haut que pendant la grande crise financière de 2008, ce qui montre un état de l'économie française complètement fragile, un pays qui est en grande difficulté économique et qui pourrait devenir des difficultés financières à terme, même si on n'en est pas encore là, et avec une dissolution, en fait, pour les législatives qui a absolument tout bloqué. Oui, parce que justement, on se retrouve cette situation, mais quelque part, en plus, on rajoute dessus la dissolution législative. Et la question qu'on peut se poser, que les électeurs se posent, c'est se dire, mais qu'est-ce que ça peut changer et qu'est-ce que ça va changer en fonction. Parce que quelque part, on se dit, bah, la situation, elle est dramatique et elle est difficile économiquement pour plein de pays européens et la France également. Mais qu'est-ce que ça va changer en fonction des votes et des législatives? Est-ce que le vote des citoyens a réellement un impact, même à moyen terme, sur cette situation? Alors, juste avant de faire ça, je te propose d'expliquer un peu ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, parce que le truc n'est pas très clair pour les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui envoient des mensonges en disant oui, mais ça se passe très bien en Italie, en Allemagne, c'est pas si mal. Non, en fait, on a les mêmes problèmes partout. En fait, on n'a pas de croissance partout, avec l'Espagne qui est un tout petit peu mieux parce qu'elle est sortie du marché européen de l'électricité. Et donc, ça lui a rajouté 0,5% de croissance parce qu'ils ont un prix de l'électricité comme avant la France en avait un. L'Allemagne, il faut bien voir que la croissance, elle est 0% depuis 2019, 0%. Et en termes de désindustrialisation, en fait, en Allemagne, on a 15% de désindustrialisation depuis 2017, c'est le pays qui se désindustrialise le plus vite. Italie, moins 6, France, moins 5, Espagne, moins 2. Voilà. Au niveau des déficits publics, puisqu'on parle de crise financière potentielle, l'Italie, c'est moins 7. 7% de déficit public, France 5,5, Espagne 4, Allemagne 3,5. Et en termes de dette publique, l'Italie 140%, la France 113, l'Espagne 113, l'Allemagne 60. Donc on voit qu'on a les mêmes politiques et les mêmes problèmes. Alors, les mêmes politiques, on le sait, hein, c'est le libre-échange qui a conduit au problème de production, c'est l'énergie chère récemment qui
pose un problème de production. C'est le fait qu'il n'y a pas de commande publique réservée aux entreprises françaises. C'est impossible dans l'Union européenne. C'est le fait qu'il n'y a pas de politique industrielle, pas de planification de la production industrielle. Donc, on se retrouve avec une destruction de l'industrie, une destruction de l'économie. Il faut bien comprendre, pour résumer ce qu'ont fait les pays européens, et Macron en particulier, c'est bon, on n'a aucun levier au niveau de l'Union européenne. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une course effrénée à la précarisation et à les bas salaires, à faire baisser les salaires pour continuer à être compétitif malgré tout. D'où l'explosion des petits boulots, de l'ubérisation, des auto-entrepreneurs, et puis la baisse des salaires qu'on a vu, qui est quand même une baisse de 4% de pouvoir d'achat des salaires en France depuis 3 ans, qui est à peu près le même en Allemagne et en Europe. Donc, c'est une paupérisation pour rester productif, compétitif. Et rien pour l'innovation à long terme, avec une commande publique qui serait réservée au nucléaire, une commande publique pour faire beaucoup de centrales nucléaires à court terme, pour commencer déjà à reconstruire, pour faire la voiture ou l'avion hydrogène, pour lancer plein de projets avec beaucoup de puissance, il n'y a rien. Donc, on est en train d'être dépassé aussi au niveau de l'innovation et d'être déclassé. L'autre chose, alors, dernière chose, en conclusion, en fait, c'est s'il y avait une récession et un problème économique et financier, on aurait des processus cumulatifs extrêmement dangereux en Europe. Parce que quand il y a déjà, on n'est pas en récession, mais que les gens ont déjà faim, n'arrivent pas à se soigner, à se chauffer, on pourrait avoir des problèmes sociaux considérables. Et on pourrait avoir aussi des problèmes de dette. Aux États-Unis, je fais un très rapide point avant de passer aux élections en France, parce que c'est fondamental. Les États-Unis sont le marché directeur, l'économie directrice et au niveau financier aussi. Donc, c'est un tout petit peu mieux géré que dans l'Union européenne. Il n'y a pas la folie de la bureaucratie de la Commission européenne, mais les politiques économiques sont équivalentes. Donc, il y a des résultats relativement proches. Simplement, il y a un peu plus de croissance parce que c'est un peu moins dingue. Il y a 2% de croissance aux États-Unis depuis 2 ans et demi, donc un peu plus qu'en Europe, mais il y a le même problème de désindustrialisation, un peu moins grave, puisque eux savent se protéger, mettre aujourd'hui des droits de douane sur les voitures chinoises, hier sur les panneaux solaires, donc ça va un peu mieux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis ont un problème grave, c'est-à-dire que ils ont des dettes et des déficits, qu'elles soient privées et publiques, qui sont gigantesques. Pour arriver à avoir de la croissance, en fait, le gouvernement Biden a fait 6,8% de déficit cette année, l'année dernière, en 2023. Donc, 6,8% hors récession, c'est gigantesque. Normalement, c'est un déficit public déjà important en cas de récession. Parce qu'en fait, quand tu auras une récession, on va passer à 10, 12, 13% de déficit public. Et là, c'est un peu le paysage, le panorama d'un pays dans des difficultés gravissimes. La dette publique des États-Unis, elle rattrape celle de l'Italie. On a 124% de dette publique sur le PIB. Celle de l'Italie étant à 138%. Donc, on est en train de la rattraper. Et comme en 2008, il y a plein de très mauvais signaux qui arrivent, pour ça que je te faisais cette partie, on a un taux d'épargne qui est très bas, le même niveau qu'en 2007-2008. On a des dettes qui sont explosives sur les cartes de crédit aux États-Unis qui sont montées au ciel, une délinquance sur les cartes de crédit et d'autres crédits aux ménages qui montent très fortement. Et on a aussi beaucoup d'autres choses qui sont embêtantes en termes financiers. Alors, il y a un article très intéressant de quelqu'un que j'apprécie pas particulièrement, Arnaud Le Parmentier, journaliste du Monde, qui est maintenant aux États-Unis, quelqu'un qui est totalement contre tout ce que l'on pense au cercle Aristote, par exemple, et moi-même. Il a fait un article intéressant sur les crises, la crise financière qui vient aux États-Unis. Il explique déjà, première chose, que les banques régionales, on sait qu'il y a eu beaucoup de faillites depuis 1 an. La hausse des taux a fait qu'il y a 600 milliards de pertes cachées qui ne sont pas encore dévoilées dans les banques régionales. Elles ont acheté des obligations, des montants considérables. Ces obligations, avec les taux qui ont monté et qui restent très élevés, il y a 600 milliards de pertes qui sont dans les comptes des banques régionales. Un problème fondamental. On a le problème de l'immobilier commercial aux États-Unis. C'est-à-dire que l'immobilier commercial, son prix dans les grandes métropoles, des immeubles qui se vendent à 30% du prix d'il y a 7 ans. Je veux dire, ça veut dire que le prix a divisé par 3, à cause, bien sûr, du télétravail, du Covid et d'une politique générale d'affaiblissement, enfin, d'un affaiblissement général de l'économie américaine. Et donc, évidemment que l'immobilier commercial, ça représente des milliers de milliards d'euros de crédit et que tout ça est en train d'imploser, bien qu'on n'en voit pas encore les résultats dans les comptes des banques, etc. Mais il y a un risque que tout ça se diffuse dans l'économie. Troisième chose, pareil, c'est un truc dont on ne parle jamais, c'est le LBO. C'est-à-dire que c'est des grands fonds financiers qui financent par endettement les entreprises et qui les rachètent et qui les financent par de la dette. Donc, par exemple, on rachète une boîte pour 1 milliard d'euros, on met 200 millions de capitaux propres
et on met 800 millions de dettes, donc 80% de dettes. C'est donc quelque chose qui fragilise évidemment les entreprises et les fonds d'investissement qui sont derrière. En fait, aux États-Unis, dans le monde, c'est 12 000 milliards de dollars. Donc, c'est des montants considérables. Et il y en a une partie très importante, je ne connais pas la décomposition, mais qui est aux États-Unis. Et en fait, le problème, comme le dit cet article du Monde, c'est que les acteurs du private equity, du LBO, n'arrivent plus à vendre les entreprises. Donc, tout est bloqué. Et s'il y a une récession, il y a un risque élevé de déflagration parce que les entreprises qui sont détenues par le private equity sont endettées, les fonds de private equity sont endettés, donc ça met de la dette partout et ça pourrait poser des problèmes. Alors, on a une situation hyper particulière parce que Wall Street est au plus haut malgré tous ces risques absolument considérables. Avec une économie qui va mal quand on écoute les consommateurs, et c'est pour ça qu'ils veulent voter Trump et non Biden. Et on a des problèmes en plus exogènes à l'extérieur qui peuvent être importants, comme une guerre en Ukraine potentielle qui s'étend ou à Taïwan qui pourrait être un détonateur. Il faut comprendre que, par exemple, on voit des petits signes de crise financière qui arrivent. Là, aujourd'hui, il y a une des plus grandes chaînes de pharmaceutiques aux États-Unis qui s'appelle Walgreens qui baisse de 20% parce que en bourse, en une journée, parce qu'ils disent on a un vrai problème avec les consommateurs qui font très attention à leur argent et qui ne peuvent plus consommer. Donc, on a des premiers signes de crise. Je ne sais pas quand elle se déclenchera, mais il y a une crise financière qui se déclenchera dans pas très, très longtemps. Toute l'économie américaine, c'est une fuite en avant dans la dette soutenue par une hausse des actifs. Et s'il y a un retournement du prix des actifs, notamment qui est dirigé par Wall Street, à ce moment-là, les dettes deviennent insoutenables. On pourrait se retrouver donc avec une crise financière, une crise économique et évidemment une crise du dollar parce que tu comprends que quand tu as une dette publique de 12% du PIB, si jamais il y avait récession aux États-Unis pour l'année prochaine, à ce moment-là, qui voudrait acheter de la dette américaine? Qui voudrait acheter du dollar? Sachant qu'en plus, les BRICS en profiteront pour essayer de déclasser le dollar, puisque leur but, c'est de prendre le contrôle, ou en tout cas d'enlever le contrôle de l'hégémonie mondiale aux États-Unis en déclassant le dollar. Voilà. Donc, voilà, on a une économie vraiment occidentale sur un baril de poudre. Voilà le panorama que je voulais te faire. Non, mais c'est très clair. D'ailleurs, il y a une question qu'on va tout de suite se poser, et c'est en lien avec les différentes élections, hein, que ce soit les élections américaines, mais plus proche de nous, les élections législatives, dans laquelle on est en plein milieu en France. Euh, Est-ce que s'il y a une crise financière qui se déclenche, est-ce que justement c'est pas aussi une idée ou un plan de la faire payer par des partis au pouvoir ou des candidats au pouvoir qui seraient des politiques au pouvoir qui seraient patriotes ou populistes comme Trump ou le Rassemblement national par exemple, qui devraient se retrouver face à une crise financière qui devrait éponger et qui fragiliserait leur image auprès du public. Et leur capacité aussi de gouverner, En plus, évidemment, comme voilà, tu le dis. évidemment. C'est une très bonne idée, très bonne question. En fait, sur les blogs de Wall Street, des grands traders de Wall Street, par exemple sur Zero Hedge, c'est une question qui se pose depuis le début de l'année. Ils se disent, finalement, l'économie va pas bien, Biden fait tout et tout le système financier démocrate fait tout pour tenir l'économie, au moins jusqu'à l'élection. Et donc après, pour laisser, si jamais Trump gagnait, la patate chaude. C'est une possibilité, et c'est clair que c'est une possibilité qui serait une vraie problématique pour des gens comme Trump ou Bardella, Marine Le Pen qui arriveraient au pouvoir. Ça, c'est très clair. Franchement, on n'a pas d'idée de ça. Il pourrait s'amuser effectivement à essayer de déclencher une crise financière à ce moment-là. On va revenir dessus. En tout cas, regardons concrètement ce qui va se passer en France. Aux États-Unis, moi, je pense que les patrons aiment quand même bien Trump parce qu'ils trouvent que Biden est fait beaucoup trop de déficit public. Donc finalement, Trump commence à être soutenu par les patrons. Donc c'est pas si évident que ça qu'il s'amuserait à déclencher une crise pour lui. Au niveau de la France, qu'est-ce qu'on voit? Donc Macron a dissous. On vote, donc on va voter samedi une première fois, le samedi prochain une deuxième fois. Que va-t-il se passer? À mon avis, alors regardons le scénario où il y a une majorité absolue du RN. C'est un scénario qui me semble peu probable et c'est un scénario d'ailleurs qui serait catastrophique pour le RN. Pourquoi? Parce que si on a Bardella Premier ministre, avec le Sénat contre lui, le Conseil constitutionnel contre lui, et qui est idéologiquement contre lui et ses idées, le président Macron qui est contre lui, qui garde quand même des pouvoirs, et notamment le pouvoir de déclencher des référendums, qui serait du côté de Macron et pas du côté de Marine Le Pen, pour gouverner avec le peuple contre les institutions qui voudraient le bloquer.
et en plus contre l'Union européenne, qui en plus elle-même fait une procédure pour déficit excessif pour la France, c'est-à-dire en lui disant bah, la France va devoir couper dans ses dépenses pour faire baisser ses déficits publics, ben, on voit que ça va être très très compliqué pour Bardella. Ben, imaginons que ça se passe comme ça, en fait, il va pas pouvoir faire grand-chose, évidemment. Il va pouvoir peut-être baisser la TVA sur l'énergie, ça coûtera 12 milliards d'euros. Il va pouvoir faire des petites choses sur le droit du sol, qui est la seule chose qui reste dans les mains sur l'immigration, dans les mains de la France et non dans les mains de l'Union européenne. Il va pouvoir faire des choses sur la sécurité intérieure, qui est absolument déplorable en France, où les gens ont peur de sortir de chez eux, maintenant, dans certains quartiers. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Mais même sur le marché européen de l'électricité, que pourra-t-il faire face à une Union européenne qui déteste le Front National? Elle ne va pas lui faire le cadeau de lui dire, d'accord, tu as le droit de sortir du marché européen de l'électricité. À mon avis, je ne vois pas comment ils pourront l'obtenir. On verra bien, mais c'est mon avis personnel. Donc, de toute manière, le RN ne pourra, en fait, grosso modo, pas faire grand-chose s'il est au pouvoir. D'ailleurs, qu'il ait la majorité absolue ou qu'ils aient en plus la présidence. Et donc autre chose d'ailleurs qui montre le feeling, comment pense le Front National, il y a eu un article dans le Figaro qui disait que Bardella et ses équipes cherchaient un ministre de l'économie qui soit pas du RN, qui soit quelqu'un de neutre, une grande figure extérieure au RN. Ce qui veut dire qu'ils cherchent à éviter les coups des marchés financiers, mais en contrepartie, ils vont faire la même politique en fait qui a été faite depuis des dizaines d'années en France. Et ça veut dire qu'ils craignent en fait le bras de fer, qu'ils veulent pas le bras de fer, qu'ils veulent s'intégrer dans le système européen, rester dans l'Union européenne, par faire de référendum, donc pas faire grand-chose et éviter un problème sur la dette publique à court terme. Donc, en fait, il n'y a pas normalement de choses fondamentales qui vont se passer. Sauf si. Alors, il y a Charles Gave qui a posé la question. Je l'écoute parce que Charles, un très bon professionnel des marchés financiers, il sait très bien ce qu'il fait. Moi, je trouve que ses analyses sont bonnes. Et il dit, bon, il faut toujours se méfier. Il n'a pas tort. Il peut y avoir une volonté des financiers amis de Macron, des BlackRock, des gens comme ça, de couler définitivement le RN et ses idées. Une coalition de gens qui sont contraires à son idéologie et ses intérêts et qui, eux, ont le pouvoir. C'est toujours possible. Donc, avec une attaque sur la dette française, imaginez, Bardella est au pouvoir, il y a des manifestations partout du Front populaire, ça devient compliqué, il y a les Jeux olympiques en même temps, Macron qui est contre, le pays ingouvernable. Une attaque, c'est toujours possible sur la dette française avec une hausse des taux, une crise économique et financière qui commencerait à se dérouler. C'est une possibilité. Alors, personnellement, moi, j'y crois pas trop. Parce que Bardella n'est pas un danger réel pour le système. Je le pense. Par contre, est-ce qu'il pourrait s'en prémunir? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il peut s'en prémunir? Si jamais ça arrive, ben, il ne peut pas du tout s'en prémunir parce qu'en fait, quand on n'a pas la présidence, on a très peu de leviers. Il manque les leviers essentiels. Il ne peut pas sortir de l'euro pour reprendre la Banque de France dans les mains du gouvernement et donc que la Banque de France prête directement au gouvernement et évite toute crise financière. Parce que la Banque de France est plus forte que les marchés financiers. Hein. Si les Américains veulent faire péter les marchés financiers, les actions françaises à la baisse, je veux dire, les Français, avec la Banque de France, peuvent les faire péter à la hausse et mettre par terre les fonds. C'est ce qu'a fait la Chine en 1997 à Hong Kong. C'est ce qu'a fait la Chine récemment en début d'année pour relever le marché d'actions et éviter une crise financière. La Banque de France et les banques des pays sont toujours plus fortes parce qu'elles ont le droit d'imprimer de la monnaie. Il y a des risques, mais en tout cas, ça permet de se prémunir. Il n'y a pas de possibilité d'éviter la fuite des capitaux non plus, puisque l'Union européenne impose de laisser des capitaux libres vers l'Europe et même vers le monde entier. Donc, il ne peut pas s'en prémunir. Possibilité, mais faible. Je pense que la majorité absolue de Bardella, alors tout est très imprévisible, mais ça me semble quand même assez peu probable. Et tant mieux pour eux, parce que sinon, ça serait une cata. Ils n'ont aucun levier. L'autre chose, c'est la majorité relative. Imaginons scénario central, on a 270 postes de députés pour le RN, 200, 220 pour la gauche, et une centaine de sièges pour les macronistes, les LR, tous ces gens-là. Donc là, il n'y a pas de majorité possible pour le RN, et ils ne voudront pas gouverner, ils l'ont annoncé. Il n'y a pas de majorité possible non plus sérieuse pour les macronistes, pour la gauche, 220 sièges. Et en plus, ils auraient les deux côtés contre eux. Alors, il pourrait se tenter quelque chose, c'est une forme de majorité en prenant les LR, les macronistes et le Parti socialiste qui viendrait s'y joindre et le Europe Écologie Les Verts, tout le bloc central agrandi.
Donc, on pourrait avoir un test avec Hollande au pouvoir et 220 députés de tous ces mouvements politiques. Évidemment, qui tombera extrêmement rapidement par une motion de censure, qui sera déclenchée par LFI ou par le Front National, qui pourront faire tomber ce gouvernement directement parce qu'à eux deux, ils auront une large majorité. Donc, en fait, le scénario central, c'est que comme le pays est ingouvernable, comme c'est Macron qui a voulu dissoudre et qui a rendu le pays ingouvernable, c'est qu'il y aura d'énormes pressions pour une démission de Macron. Déjà par les milieux économiques qui sont très énervés par la dissolution qui est en train de bloquer l'économie. Et on est dans une situation où on a besoin d'un gouvernement. Et si Macron ne veut pas démissionner, ben là, il reste la destitution possible. Et si Macron s'accroche au siège comme le forcené de l'Élysée, il y a une destitution possible. Il suffit que les LR et le RN et LFI votent pour et il y a une destitution possible. Donc, pour moi, le scénario central, je me trompe peut-être, c'est une nouvelle présidentielle dans 2 à 6 mois. Tout gouvernement tombera par motion de censure et le RN ne voudra pas gouverner. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Regardons ce qu'a fait Charles-Henri Gallois. Donc, le pari de Charles-Henri Gallois, qui était chez Génération Frexit, c'est de dire qu'il faut faire un entrisme souverainiste au gouvernement RN pour les aider à sortir de l'Union européenne, à sauver la France de la crise. Alors, regardons juste factuellement ce qui va se passer. Ce qui s'est passé et ce qui risque de se passer. Le RN, en fait, il a renoncé à la sortie de l'Union européenne dès septembre 2017. C'est pour ça que j'en suis parti, parce qu'à ce moment-là, il n'a plus aucune possibilité de sortir le pays de l'impasse et de ses crises. Le RN, il a dit très récemment et à de multiples reprises, nous ne ferons pas de Frexit, nous ne sortirons pas de l'Union européenne. Dernière chose, le RN, en fait, il a gagné, il a été récompensé par la culture du compromis, voire de la compromission, qui lui a permis d'acquérir de la respectabilité. Donc, ça a été, on leur a donné des choses, des sièges, des élus, ils ont tout gagné à faire du compromis. Quand je passe de la compromission, c'est évidemment sur la guerre en Ukraine, accepter que la France aille jusqu'à livrer tous les matériels possibles, des chars, des avions, et même maintenant à taper, je crois, sur la Russie. Je crois qu'ils sont d'accord avec ça. Donc, à partir de ce moment-là, je veux dire, l'URL, il y a toutes les bonnes raisons de penser qu'ils vont pas sortir de l'UE, essayer de se couler tranquillement dans le système, et qu'il n'y aura pas de grands changements politiques pour les mois et les années à venir s'ils arrivent au pouvoir, ce qui sera à mon avis le cas. Donc on a une poursuite, le scénario central finalement pour moi c'est une poursuite de l'effondrement progressif de la France. Jusque quand, ça j'en sais rien. Avec cependant, bien entendu, puisqu'on porte de plus en plus de dettes et de plus en plus de problèmes de tout niveau, de plus en plus de risques économiques, financiers, sécuritaires, et dans tout ça, dans un monde occidental qui lui-même est rempli de risques. Donc, c'est une espèce de baril de poudre. Donc, moi, je vois plutôt un chaos à moyen terme. Voilà. Je rappelle 2 choses importantes. Bon, première chose, quand on a un chaos comme ça, c'est pas du conseil financier. Vous faites ce que vous voulez, je suis pas conseiller financier, je touche pas d'argent sur quoi que ce soit. En tout cas, pour les personnes qui veulent se prémunir d'un chaos économique, financier, monétaire, la meilleure chose, c'est de prendre une petite partie de son portefeuille, de son patrimoine pour acheter de l'or, clairement. Bon, certains veulent acheter du bitcoin, pourquoi pas, mais acheter de l'or, ça, c'est une façon de se prémunir. Quand on a des grandes crises, c'est pas un conseil financier, c'est juste un constat qu'on voit historiquement se répéter. Parce que les temps vont devenir difficiles. Et dernière chose que je voulais dire, en fait, moi, je ne suis pas anti-RN. Le RN, c'est le bloc le moins dangereux, me semble-t-il, des 3 blocs, le moins pire. Mais évidemment que ce n'est pas une solution, comme je viens de le démontrer. Oui, bien sûr. Et merci pour cette explication. Mais dernière chose, dans l'absolu, si tu étais à la place, on va faire un petit exercice de pensée, si tu étais à la place justement d'un responsable, que ce soit d'un parti du Front Populaire ou du Rassemblement National, et que tu fais partie des gens qui reprennent la main après 7 ans de désastre macroniste, en vue de cette marge de manœuvre qui est très très faible, quelle serait pour toi la priorité ou les quelques leviers qui existeraient sur lesquels tu appuierais, ou en tout cas quelle serait la stratégie pour éviter un maximum les chaos et les difficultés annoncées à venir, quoi. Alors, tu Qu'est-ce- ne peux plus éviter le déclin et l'effondrement de la France parce qu'en fait, tout est trop avancé. Oui, puis c'est déjà avancé. Mais Trop sur quoi avancé. on peut appuyer, quoi? Sur quoi on peut appuyer? Alors, ce que propose Bardella et Marine Le Pen, c'est pas débile, la baisse des prix de la TVA sur l'énergie, c'est bien, ça rend 12 milliards d'euros français, mais c'est 12 milliards de dettes de plus pour l'État, quand même, de déficit public.
Marché européen de l'électricité, je pense qu'on ne nous laissera pas en sortir, à moins qu'ils trouvent une baguette magique pour faire pression sur l'Union européenne. Je ne sais pas laquelle, mais ça me semble très compliqué. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose. Moi, je serais à la place du RN, tu vois. En ayant dit, il ne faut pas sortir de l'Union européenne, alors que intérieurement, je sais très bien qu'il le faut pour régler les problèmes. Il n'y a qu'une seule marge de manœuvre pour eux pour réussir. C'est déjà prendre le pouvoir par la présidentielle, ce qui sera obligé s'ils n'ont pas de majorité absolue, personne n'en ayant, prendre le pouvoir par la présidentielle. Sinon, il n'y a rien à faire. Déclencher un référendum pour avoir, premièrement, un référendum de Conseil constitutionnel pour pouvoir limiter ses pouvoirs qui sont débordants, on l'a vu ces derniers temps, excessifs et qui sont pris avec des décisions prises par idéologie. Je ne vais pas m'étendre dessus, faire un cours de droit, tout le monde voit ce que je veux dire. Permettre aussi de façon certaine qu'on puisse faire un référendum sur les flux d'immigration, parce que les flux d'immigration, c'est le sujet que tous les Français comprennent. C'est pour ça que les Français vont porter le RN au pouvoir, parce qu'ils veulent essayer un autre parti à cause de ce problème principal, flux d'immigration et problème d'insécurité généralisée. Donc derrière, déclencher un référendum sur l'immigration en disant aux Français, oui ou non, voulez-vous régler l'immigration, à voir comment on va le calibrer. À ce moment-là, la vérité va émerger du système. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que soit s'ils peuvent le tenir, en fait, le Conseil constitue va dire, ah ben non, mais vous pouvez pas faire, parce qu'en fait, le regroupement familial, le droit européen vous en empêche. Donc, tous les Français vont comprendre qu'ils peuvent pas arrêter les flux d'immigration, le regroupement familial, ils peuvent pas avoir de frontières avec Schengen, donc pas contrôler les frontières nationales, donc pas contrôler les flux d'immigration qui rentrent. Ils ne peuvent rien faire. Donc, si le Conseil constitue dit ça, veut barrer la loi, le référendum d'immigration, ils devront dire ça. Et à ce moment-là, les Français comprendront que pour régler le problème d'immigration, ça éclatera au grand jour, le grand mensonge sera terminé et qu'il faut sortir de l'Union européenne. Et à ce moment-là, le Front National peut dérouler la sortie de l'Union européenne. Donc le meilleur scénario. Ça serait mon conseil, quoi. Ouais, mais le meilleur, en fait, le meilleur scénario possible, vu qu'il n'y a pas de possibilité de Frexit à court terme, ce serait une confrontation entre l'établissement européen et la population, notamment la population française, pour créer justement les conditions plus tard d'une mise en place d'une forme de Frexit, qu'elle soit, on va dire, légale ou forcée voilà, par le chaos. Ouais, on est tout à fait d'accord. Il faut que le RN, puisqu'ils sont se coincés dans le fait qu'ils sortaient pas de l'Union européenne et qu'au pouvoir, ils peuvent pas renverser leur position comme ça, il faut qu'ils envoient au système, ils obligent le système à se dévoiler et à montrer que les souhaits de la population française sont impossibles dans l'Union européenne, notamment pour un truc simple qui est l'arrêt des flux d'immigration. Et là, à partir de ce moment-là, ils peuvent aller plus loin dans le bras de fer, proposer un référendum sur l'Union européenne, sortir de l'euro s'ils en ont besoin, parce que l'Union européenne essaiera à ce moment de les asphyxier. Mais tu vois, ça demande quand même une vraie stratégie, coup après coup, et un vrai jeu d'échecs pour y arriver. Je suis plutôt convaincu qu'ils vont pas prendre cette solution, mais bon, en tout cas, s'ils la prenaient, ça serait une très bonne chose pour la France. J'en serais ravi, personnellement. Même si c'est pas moi qui serais aux commandes pour le faire, je serais ravi que des gens le fassent, mais j'y crois moyen. Dernière petite question, est-ce que justement ce chaos économique actuel et à venir, donc cette dégradation qui continue, est-ce que paradoxalement, si elle s'accélère, ça peut pas rendre service justement au niveau du Frexit, parce que plus la situation, quelque part, c'est un peu triste de dire ça, mais plus la situation devient urgente et on va dire critique, plus quelque part on envisage des solutions qui paraîtraient à l'heure actuelle totalement inenvisageables. Et notamment, Alors, bah, les pourquoi gens, pas oui, faire un rebond avec le Frexit et ce genre de choses, quoi. les gens, effectivement, sont de plus en plus prêts à des choses radicales. Par exemple, ils n'étaient pas prêts à un gouvernement RN. Vu la situation, ils sont prêts à un gouvernement RN. Donc là-dessus, tu as raison. Ça permet d'envisager des choses. Après, le problème, c'est que ça peut être exactement l'inverse. C'est-à-dire, ça peut être un scénario à la grecque. C'est l'Union européenne qui reprend les mains. Si nous, on ne veut pas se rendre libre, c'est l'Union européenne qui va nous rendre définitivement prisonniers. C'est-à-dire prendre les mains, carrément, les commandes du gouvernement français. Imposer au RN une politique à la Tsipras ou à la Meloni. Pour le moment, ça va, mais à la Tsipras plutôt. C'est-à-dire de réduire les déficits publics. Alors, l'Union européenne se fera détester, mais si le RN accepte ça et ne sort pas de l'Union européenne, ne fait pas de bras de fer, bah, il sera complètement discrédité au sein de la population, avec une population qui va encore plus s'effondrer psychologiquement, puisqu'ils diront, bah, j'ai voté pour le RN pour que ça change encore moins, c'est encore pire. Donc, tu vois, il y a aussi ce risque-là d'une population qui s'effondre.
Donc c'est un jeu compliqué et c'est un chaos non seulement économique et financier, mais politique auquel il faut s'attendre. Et c'est un vrai risque, et il n'y a qu'à espérer quelque part que la population française qui a encore envie de se battre et de se révolter soit différente de la population grecque. Pour ceux qui veulent justement avoir un point sur ce qui se passe en Grèce et dans les Balkans, je rappelle notre magnifique interview d'il y a quelques jours avec Olivier Delorme, justement, qui vit en Grèce et qui connaît très bien ce pays. Et voilà, on va plus loin dans les explications sur ce qu'explique justement Philippe. Philippe, merci beaucoup d'être passé sur la chaîne. On suivra en ta compagnie et celle des différents experts du Cercle Aristote la situation à venir et les conséquences de cette post-élection législative. Et puis, évidemment, tu es le bienvenu quand tu veux sur la chaîne du Cercle Aristote. Merci beaucoup, merci à tous et à bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.